Comment on fait pour passer d'une carrière dans le luxe et la cosmétique à producteur de films d'animation? C'est un job de rêve. Alors, on dort pas bien toutes les nuits, mais moi j'ai aussi besoin de nourrir ces gens-là qui ont un talent fou et ça me fait plaisir de les nourrir et c'est génial. Pour faire ça, il faut qu'on fasse des films qui marchent partout dans le monde et qui se vendent partout dans le monde. Comment s'est passée la collaboration avec Stromae? Bienvenue à tous sur Anima Show. J'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu Zeller. Mathieu est l'actuel président de N-Wave Studio, le studio européen, mais qui vient concurrencer les Américains sur le territoire des films d'animation familiaux, avec des films hyper ambitieux comme le dernier, Les Inséparables. Le studio N-Wave est reconnu pour son expertise dans l'image et ses choix ambitieux de films pour toucher un public le plus large possible. Dans notre conversation, Mathieu nous parle déjà de son changement de carrière, puisqu'il a été pendant des années dans une toute autre industrie et s'est converti en producteur de films d'animation. Il nous livre aussi les secrets pour construire des histoires qui sont universelles, qui vont toucher le grand public. Il nous parle également de sa rencontre avec les auteurs de Toy Story qui ont donné naissance à ce film incroyable, Les Inséparables, et revient sur cette collaboration surprenante et inédite avec l'immense artiste musical Stromae. Nous discutons également de l'équation économique des films d'animation dans cette industrie qui est de plus en plus concurrentielle et comment un studio européen peut venir tacler de près les studios américains. Je vous souhaite une bonne écoute. Mathieu Zeller, bienvenue sur The Anima Show. Merci de m'avoir invité. Mais c'est avec grand plaisir. J'ai une question très directe pour vous. Comment on fait pour passer d'une carrière dans le luxe et la cosmétique à producteur de films d'animation? La réponse simple, c'est un chasseur de tête. Ah bon, vraiment? Ouais, bah ouais. Ah, c'est marrant ça, je m'étais pas fait cette réflexion. Non, j'ai passé très très longtemps chez L'Oréal et puis un jour un chasseur de tête m'appelle et bon, je passais les détails mais qui me propose en gros de rejoindre Studio Canal et donc j'ai rejoint Studio Canal et à un peu moins de 40 ans, j'adorais L'Oréal, j'adorais ce que je faisais chez L'Oréal, j'adorais ma carrière là-bas, hein. Ouais. C'était formidable. Mais vous avez passé plusieurs années là-bas. 17 ans. Ouais. 17 ans, vous êtes carrément directeur adjoint de la marque Lancôme internationale, donc on parle d'une grosse marque quand même. Ouais. Mais justement, est-ce qu'il y a un point commun entre plein de points communs. Les marques de luxe et les films grand public que vous pouvez produire chez N-Wave, dont vous êtes le président, ce studio belge qui, depuis des années, en fait, produit des longs métrages d'animation. 30 ans. 30 ans, ouais, c'est ça. Vraiment d'une qualité extraordinaire dans l'image et qui parfois ont des super succès de box-office. Donc, est-ce qu'il y a un point commun finalement entre ces deux mondes? Oui, il y a plein de points communs. Alors parfois, quand je dis ça, les gens me disent des cosmétiques et des parfums et des films, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pas la même chose. Un film, c'est une œuvre, c'est un produit culturel. Mais non, il y a beaucoup de points communs. Enfin, en tout cas, moi, je trouve beaucoup de points communs dans les métiers et je me sers de tout ce que j'ai appris chez L'Oréal tous les jours, en fait. Et le point commun, notamment sur les films d'animation et les longs métrages d'animation, c'est que c'est d'abord du travail d'équipe avec énormément de métiers divers. Et il y a une magie qui opère parce qu'il y a un savoir-faire artistique, il y a un savoir-faire technique, il y a un savoir-faire financier, juridique, parce que c'est aussi une part importante du métier, de marketing, de distribution, voilà. Et in fine, on raconte des histoires. Je veux pas faire une analogie trop proche, mais quand on crée un parfum, quand on développe un parfum et qu'on fait un film publicitaire, on raconte une histoire beaucoup plus courte, beaucoup plus réduite, beaucoup plus archétypale, beaucoup plus légère, mais in fine, on raconte des histoires et puis on cherche à créer l'attention des gens et à faire en sorte qu'ils aient envie soit d'acheter un parfum, soit d'aller voir un film. Mais voilà, il y a plein de points communs. C'est le storytelling, quoi, en gros. Une forme de storytelling, et puis la création d'images, d'émotions, que ce soit des émotions de rire, d'attachement, de tristesse, de joie, etc. Alors voilà, mais je dois dire que c'est vrai que quand on m'a proposé d'aller rejoindre le cinéma, j'ai pas hésité longtemps parce qu'effectivement c'est un autre degré d'histoire à raconter quand même, c'est autre chose. Non mais c'est bien, en tout cas pour un diplômé Sciences Po HEC, au même titre que moi par exemple qui suis passé par ces études-là, mais qui m'intéresse beaucoup à l'industrie de l'animation, ça faisait écho, donc je voulais vous poser cette question. Il y a plein de gens qui ont fait des écoles, entre autres, des écoles de commerce, bien sûr, parce que ça reste une industrie, c'est une industrie culturelle, mais il y a le mot industrie dans le mot, donc c'est vrai que
On a besoin de ça aussi. Et moi, mon métier, c'est un métier qui est un métier au fond de chef d'entreprise, avec une dimension artistique forte qui me plaît, qui m'excite et qui m'anime. Mais ça reste un... Voilà, on choisit des équipes, on réunit des équipes et puis on essaie de les faire fonctionner sur le long terme, parce que c'est long un film d'animation. C'est en moyenne entre 3 et 5 ans, quoi, selon la production proprement dit, la production proprement dite vraiment active, c'est 3 ans. Mais souvent, c'est des projets qui datent depuis longtemps parce que... qui maturent depuis des années et des années. Justement, alors, vous avez eu plusieurs casquettes, plusieurs vies, comme on vient de le voir. Après toute cette carrière assez longue dans la cosmétique, vous vous retrouvez dans l'audiovisuel, puis ensuite dans l'entrepreneuriat, avec l'idée de monter ses propres sociétés de distribution et de production. Donc il y a eu plusieurs sociétés dont vous avez été à l'initiative. MZM. Oui, c'est ma société holding qui a plusieurs labels de production. Octopolis sur la production de films, pas que d'ailleurs d'animation, du live action aussi. Co-producteur des films N-Wave, parce que maintenant on fait des films qui sont des coproductions entre la France et la Belgique. C'est ça. Et du coup, vous avez rejoint N-Wave, ce studio belge qui a été créé par 3 personnes. Comment ça s'est passé? À quel moment vous êtes rencontrés et comment vous êtes arrivé dans ce projet? Parce qu'aujourd'hui vous êtes président. Parce que c'est eux en fait. L'histoire, ça vient d'eux. C'est Ben Stassen, Eric Dillens et Caroline Van Nissegem qui ont créé ce studio. Ouais. Et en fait, moi, je les ai rencontrés chez Studio Canal, puisqu'en fait, quand j'ai rejoint Studio Canal, comme j'étais DGA de Studio Canal, donc j'étais en charge de la distribution en France, de la distribution internationale et du marketing. À l'époque, Studio Canal avait un deal de distribution et un deal de production avec N-Wave sur 6 films. Et Studio Canal était aussi actionnaire d'N-Wave. Et donc, en fait, moi, quand je suis arrivé chez Studio Canal, c'était sous l'ère Belle-Mère, excuse-moi. Rodolphe était le patron de Canal. Ouais. Mais en revanche, c'était Olivier Courson qui était le président de Studio Canal. D'accord. Et moi, j'ai tout de suite... évidemment, les films N-Wave faisaient partie du line-up des films, et ça faisait partie des films sur lesquels j'avais pour mission de travailler le marketing, le développement, la distribution, etc. Et ça m'a tout de suite passionné, intéressé, et j'ai tout de suite fité avec les 3 fondateurs et avec le studio. Et donc, quand je suis arrivé, en fait, le premier film que j'ai sorti en tant que distributeur, cette fois sur Studio Canal, c'était Samy 2, donc le 3e long métrage d'N-Wave. Ouais, Samy, qui a été un vrai succès pour le coup. Énorme succès. Énorme succès. Donc, le premier long métrage, c'était Fly Me to the Moon, qui a eu un succès particulier, puisqu'en fait, c'était un des tout premiers films en 3D, mais en 3D native, stéréoscopique, avec des effets de relief absolument bluffants pour l'époque, mais qui reste bluffant aujourd'hui d'ailleurs quand on le voit en 3D. Donc il y avait des nuits et des nuits de rendu d'image. Exactement. La render farm était déjà à bloc. Et en fait, Fly Me to the Moon, c'est assez incroyable. Ben, Caroline et Eric qui décident de produire Fly Me to the Moon en l'autofinançant intégralement. C'est-à-dire qu'ils se lancent à l'ancienne, producteur à l'ancienne, pour produire un film qui à l'époque a coûté 30 millions de $. Sans aller voir aucun guichet. Sans aller voir aucun guichet, sur leur propre denier. Ils avaient une expérience acquise dans les films IMAX, que ce soit en live mais aussi ils commençaient à faire de l'animation, et ils décident de se lancer là-dedans, fort de leur expertise 3D stéréoscopique. Et ils lancent Fly Me to the Moon, et Fly Me to the Moon, ils le vendent, ça passe par Summit Entertainment à l'époque, etc. Ouais. Et c'est un gros succès, notamment aux États-Unis, dans le réseau IMAX. Puisqu'à l'époque, les salles IMAX étaient des salles spécifiques, avec un circuit spécifique. On était encore avec les bobines et toutes les programmations complexes. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, un IMAX, il faut le tourner dans des bobines IMAX. Je parle en live action, quoi. Oui, tout à fait. Mais tous IMAX, les films c'est dans des cinémas et dans Nolan. des salles qui programment d'autres choses. Mais à l'époque, les cinémas IMAX, c'était des cinémas où il n'y avait que des films IMAX. D'accord. Et on ne pouvait pas voir de films IMAX dans des cinémas qui étaient d'autres types, des cinémas traditionnels. Et donc, Fly Me to the Moon reste exploité plus de 6 mois à l'affiche aux États-Unis et réussit à faire un box-office assez colossal. Et encore une fois, ils l'ont produit avec leur propre denier. Deuxième film, ils décident de lancer Samy à nouveau de façon complètement indépendante, et ils arrivent à Berlin, au Festival de Berlin, au mois de février, avec, je ne sais plus, 10-15 minutes de film fini, qu'ils avaient déjà fabriqué. Ouais. Ils louent une salle, ils présentent le film en 3D, et là, tout le monde s'enthousiasme, et Studio Canal finit par décrocher le gros lot, et la distribution de Samy, et un accord sur 6 films en production, en distribution, et ils prennent une part au capital. Donc moi, quand j'arrive chez Studio Canal, je suis en charge de la distribution, du marketing de ces films. Donc en fait, je les connais depuis plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et donc j'ai noué une relation personnelle, mais aussi une collaboration professionnelle avec cette équipe-là. Bon, long story short, je quitte Studio Canal 3 ans et demi plus tard.
Et je fonde ma propre société de production, je décide de produire mes propres films. Et les 3 fondateurs m'appellent un jour en me disant « Écoute Mathieu, voilà, l'accord avec Studio Canal se termine, on a décidé de ne pas le renouveler, on reprend le contrôle, notre indépendance, on reprend le contrôle de la société. Est-ce que tu veux nous rejoindre ?» Et je leur dis « Ouais, mais moi je peux pas vous racheter, j'ai pas d'argent, j'adorerais, mais... » Bon, et puis on a fini par trouver une solution. J'ai réuni autour de moi des gens qui étaient capables de mettre un petit peu d'argent pour racheter le studio. Okay. Et donc, vous avez racheté les parts de Canal, du coup? Non, j'ai racheté, en fait, les fondateurs ont racheté les parts de Studio Canal. Et ensuite, moi, j'ai d'abord racheté une partie pas moi personnellement, oui. Moi et les gens qui m'ont entouré ont racheté d'abord une moitié des actions du studio. Et puis pendant 3 ans, on a travaillé main dans la main avec les fondateurs. Et puis il y a maintenant 2 ans, les fondateurs ont quitté le studio et on est totalement aux commandes du studio. D'accord. Donc voilà un peu l'histoire de... ça date d'il y a 10 ans, cette collaboration. Ouais, non, mais c'est une belle collaboration. Ouais. Et du coup, ça vous a amené à la tête de N-Wave. Donc, c'est un studio qui a eu toujours à cœur de faire des films pour aller tacler le marché international, si j'ai bien compris. Hein. C'est un des seuls studios européens qui se targue d'avoir des longs métrages d'animation qui font le tour du monde et qui ont un degré de qualité dans l'image... qui vient un petit peu se frotter aux géants américains. Cette stratégie, elle est difficile à mettre en place, j'imagine, parce que ça quand même nécessite de marketer ces films correctement, on va dire. C'est quoi votre secret sauce, en fait? Comment est-ce que vous arrivez à aller... faire de la concurrence à des gros... C'est un peu de folie, parce que c'est pas très rationnel de faire ça. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est vrai qu'on a un modèle très particulier, parce qu'on a un modèle presque à l'ancienne, parce qu'on est à la fois producteur au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'on développe des projets, on en acquiert les droits, on va chercher des financements, on prend le risque de lancer la production et de distribuer nos films. On est producteur au sens traditionnel, mais on est aussi fabricant. Donc il n'y a pas cette dichotomie entre des producteurs qui vont chercher des studios qui vont fabriquer leurs films pour eux, ou au contraire de studios qui sont des prestataires de services et qui vont fabriquer pour d'autres. On a les 2 casquettes. Vous êtes studio intégré, en fait. On est studio intégré. Verticalisé. Comme Disney, ouais. comme Pixar, comme Illumination aujourd'hui. Mais tout en étant totalement indépendant et non adossé à un studio. Donc ce qui est assez unique. En fait, tout vient de l'expertise technique. Alors c'est assez marrant parce que quand on fait un parallèle, en fait l'histoire d'N-Wave, elle est assez similaire à celle de Blue Sky. Dans la genèse, Blue Sky au départ, c'est des spécialistes techniques, ils ont une maîtrise technique de la 3D, du relief, des effets spéciaux, de l'IMAX. Et puis ils font Ice Age, le premier Ice Age, de façon relativement indépendante. Alors ils ont Fox, ils sont américains, etc. Oui. Et puis après ils s'adossent à Fox, et puis ensuite rachat de Fox par Disney, etc. Et malheureusement ils disparaissent. Poupée russe, quoi. Voilà. Malheureusement ils disparaissent, ce qui est quand même terrible, parce que c'était une boîte assez incroyable, mais on a un peu ce même profil-là. Donc ça vient de l'expertise technique et du savoir-faire et de la passion des gens. Parce que moi, dans l'équipe, aujourd'hui, j'ai des gens qui sont là depuis l'origine. J'ai des gens qui sont là depuis presque 30 ans. J'ai des gens qui ont 20 ans d'ancienneté, 15 ans d'ancienneté. Ça arrive quasiment pas dans les métiers de l'animation. Et sur tous les métiers, quoi. Métiers artistiques, sur beaucoup de métiers, ouais. 3D, graphiste, tout. Et c'est des gens qui ont développé un savoir-faire avec les logiciels, les savoir-faire qui sont les savoir-faire de tous les grands studios américains, puisqu'on utilise aujourd'hui des outils qui sont des outils que tout le monde utilise. L'enjeu, c'est pas l'outil, c'est la façon de l'utiliser, la façon de l'optimiser. Donc ce savoir-faire-là, il est assez unique, et donc on veut absolument s'en servir. Donc on veut pas faire des films, on veut être dans cette catégorie des films... CGI, 3D, haut de gamme, techniquement irréprochable, visuellement époustouflant, et on essaye d'innover à chaque film. Donc on veut vraiment rester et être considéré comme faisant partie du state of the art en termes de qualité, quoi. Et donc une fois qu'on a dit ça, en fait le modèle il découle de ça, on n'a pas trop le choix. Pour faire ça, il faut qu'on fasse des films qui marchent partout dans le monde et qui se vendent partout dans le monde. Si tu le fais juste pour le marché français ou même un marché européen, il faut que l'équation économique, il faut qu'elle marche, quoi. Donc on est obligé de faire des films qui ont une vocation internationale. Donc ça suppose d'avoir des histoires qui sont assez universelles, qui vont pouvoir
toucher les gens partout dans le monde. Ça suppose d'avoir des projets qu'on peut vendre à des distributeurs partout dans le monde. Mais comment on arrive justement à avoir une idée universelle, une histoire universelle? Comment se passe le processus créatif chez vous en fait? Comment est-ce que vous trouvez des histoires? Les histoires, on essaye d'être... c'est très difficile. C'est-à-dire que notre métier, effectivement, c'est d'essayer d'aller choisir les films qui vont avoir ce potentiel-là. Et ça se construit sur l'expérience, sur le fait de voir aussi la concurrence. Moi, je regarde tous les films d'animation qui sortent, la plupart des gens dans l'équipe aussi, et on en discute, quoi. Enfin, on essaye de tirer des idées, des tendances, des modèles. On a certaines choses, on sait qu'on ne va pas aller se battre contre des films à 200 millions de budget, sur les scènes d'action, sur des foules, sur des choses qui sont financièrement très impossibles, coûteuses, où là, en ayant 10 fois moins de budget, on n'y arrivera pas. Donc on va se battre sur quoi? Là où on peut avoir quelque chose, c'est sur des personnages qui vont être attachants, sur des parcours de héros qui vont toucher les gens. Donc c'est sur l'histoire, la qualité des personnages qu'on peut se battre, pas sur la surenchère d'effets pyrotechniques. Et même s'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, vous faites des choix, j'imagine, sur le nombre de scènes, etc. Enfin, on sait très bien que c'est finalement faire un film d'animation, ça reste industrialisé et plus on veut faire de choses, plus c'est coûteux. En tout cas, sur les histoires, donc on va revenir sur tous les films qui sont apparus grâce à vous. Il y a eu Hopper, il y a eu les Sami dont on a parlé, il y a eu aussi Bigfoot Junior, Bigfoot Family, pareil, qui d'un point de vue visuel sont top, sur les histoires c'est vraiment emballant. Et le dernier en date, c'est Les Inséparables, que vous avez réalisé avec Jérémy de réalisateur. Tout à fait. Voilà, Jérémy qui a été co-réalisateur de plusieurs films déjà, donc Le Manoir Magique, les deux Bigfoot. Ouais. Et donc Les Inséparables, donc c'est un réalisateur qui est chez N-Wave depuis 29 ans, donc voilà. Et à l'initiative de cette histoire, c'est deux auteurs de Toy Story, qui sont basés à New York tous les deux, Joel Cohen et Alec Sokolow. Donc c'est quand même assez emblématique. Ils étaient à l'initiative de ces histoires. Le premier Toy Story. Premier Toy Story, quand même, assez révolutionnaire. Donc ils ont même pu collaborer à l'époque avec des Steve Jobs ou des voilà, toute la clique de l'époque chez Pixar. Mais il y a aussi la contribution de Bob Barlen et Carl Brunker, avec qui on a travaillé sur Bigfoot, qui sont aussi les auteurs et réalisateurs des Pat' Patrouille, des deux Paw Patrol. Exactement, des deux films Pat' Patrouille. Et ils ont adapté cette idée originale sur ce film Les Inséparables, qui est un peu une ode à Don Quichotte. Hello, ici une courte pause pour remercier nos sponsors, 22D Music, qui accompagnent depuis plus de 20 ans les acteurs de l'audiovisuel dans la gestion des droits musicaux et les compositions musicales, ainsi que Toon Boom, la société qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Merci à eux. Retour à la conversation. Ouais, c'est inspiré c'est inspiré de Don Quichotte et c'est une ode à l'imagination et aux rêveurs. C'est-à-dire que c'est un hommage aux rêveurs. C'est un hommage aux gamins qui sont au fond de la classe et qui regardent par la fenêtre plutôt que d'écouter, mais qui sont ceux aussi qui font changer le monde et qui font avancer les choses. Et c'est aussi une leçon sur le fait que l'amitié est quelque chose qui, on a deux personnages, Don et la marionnette de Don et Digi, qui sont tous les deux des outcasts, qui sont rejetés. Digi Doggy Dog. Qui sont rejetés, qui sont seuls en fait, et ce sont deux solitudes qui se rencontrent et qui vont tout en étant extraordinairement différents, créer quelque chose et s'enrichir l'un l'autre. Vivre leur aventure ensemble. Voilà. Moi, quand j'ai rencontré Cohen et Sokolow, en fait, Cohen et Sokolow ont écrit ce film il y a plus de 10 ans. Et en fait, c'est un projet qu'ils avaient développé, qui n'a jamais été produit. Il y a eu plusieurs tentatives, etc. C'est passé entre différentes mains. Donc, en gros, le projet était dans un tiroir et il était disponible. Et donc, moi, j'ai rencontré comment avec ces deux auteurs? C'est Ben Stassen, le fondateur du studio, qui a déjà très longtemps, 7-8 ans, en fait, m'a envoyé ce script en me disant, voilà, ce script est disponible. Moi, je trouve canon. Qu'est-ce que t'en penses? J'étais encore chez Studio Canal à l'époque. Et je lis le script et j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé que le projet était super. Et puis, bon, bref, quand on a repris N-Wave, on a décidé avec Ben d'acheter les droits de ce scénario. J'ai rencontré Cohen et Sokolow et je leur ai dit, bon, bah, si vous deviez me décrire
c'est quoi pour vous, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Il m'a regardé comme un... Il dit, c'est un buddy movie. Un buddy movie. Classique buddy movie. Story, c'est un buddy movie, c'est l'archétype du buddy movie. Donc, c'est toutes les recettes du buddy movie. Qui sont exactement les mêmes recettes que la comédie romantique, fondamentalement. On prend deux personnes que tout oppose, on les met ensemble. Le spectateur sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre et qu'il doit y avoir une connexion. Et on va raconter l'histoire de la naissance de cette amitié avec un ressort comique qui sont leurs différences, leur incompréhension, etc. Donc pour eux c'était limpide, c'était clair, c'était évident. Et nous on aimait tout simplement le script. Quand il y a une histoire qui nous touche, où on se dit l'histoire nous touche, c'est chouette, et on a des personnages qui nous tentent, et on se dit qu'avec nos moyens, nos techniques, nos savoir-faire, on est capable de le faire, parce que parfois je reçois des scénarios que je trouve super, mais on se dit c'est compliqué avec les budgets qui sont les nôtres. Parce que les budgets, ça avoisine autour des 20 millions d'euros. 15 à 20 millions d'euros. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup, en fait. Beaucoup d'argent. C'est des gros risques financiers, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Il y a certaines années, on est tous les ans les plus gros films belges produits, et on est souvent parmi les 2 ou 3 plus gros films en France en termes de budget, parce que c'est des gros budgets. Mais donc là, c'était faisable avec. Quand Pixar est à plus de 200 millions, c'est rien, quoi. Exactement. Mais comment faire finalement avec un marché européen pour venir concurrencer ces géants américains? Est-ce qu'il y a. Il y a rien en fait, rien. Sur le plan du talent et du savoir-faire technique, il n'y a rien qui nous empêche d'être au niveau des Américains. Oui. Absolument rien. D'ailleurs, ils font fabriquer beaucoup de leurs films en France. Ils font fabriquer beaucoup de leurs films en France. Chez Illumination, à côté de la Tour Eiffel, ils se sont fabriqués les films d'Illumination. Il y a des fabrications en Belgique, etc. Et puis, tous les ans, à Annecy, au mois de juin, ils viennent faire le siège des diplômés des Gobelins et tous les diplômés des écoles. Et quand vous allez chez Pixar ou chez Disney ou chez Animal Logic, même en Australie, ça parle français dans les couloirs. Et européen, globalement. Ouais. Donc il y a le talent, on l'a, le savoir-faire technique, on l'a. Ce qu'on n'a pas, c'est la machine de guerre marketing et de distribution de studios américains qui, effectivement, non seulement sont capables de dépenser 200 millions dans la production d'un film, mais au moins autant dans la promotion et la distribution du film. Et qui vont en plus exploiter ce film, exploiter la marque qu'ils ont créée à partir du film dans des parcs d'attractions, dans des jouets, dans des Disney Store, etc. Ouais. Donc l'économie d'un Disney, puisque c'est l'archétype, elle va bien au-delà du film. Bien sûr. Si on veut elle a différents revenus stream. Elle a plein de revenus accessoires dont elle n'est jamais sûre. Si le film se plante... Tout à fait. Mais je voulais en venir à ça, justement. On parle de 200 millions de budget, etc. sur les films Disney. C'est vrai, c'est toujours vrai, d'ailleurs. Aujourd'hui, Illumination a une autre stratégie, puisqu'elle baisse pour aller chercher la rentabilité. Ils y réussissent, d'ailleurs. Mais les derniers films à 200 millions, ils n'ont pas eu les retours sur investissement espérés, je crois, en tout cas de ce que j'ai l'air de deviner dans les box-office. Un Elemental qui au départ, élémentaire en français, en bon élémentaire, français, qui au départ démarre doucement, mais qui finit quand même par faire pas loin de 500 millions de box-office. Finalement, donc je pense pas que le film soit rentable sur sa seule exploitation en salle, mais connaissant Disney, avec les produits dérivés, etc., je pense que c'est un film qui sera rentable pour Disney. Mais rappelons pour les auditeurs, parce que pas tout le monde n'est au courant, comment on fait finalement, une fois qu'on a réussi à rassembler l'argent nécessaire pour un budget de 20 millions, avec plusieurs guichets. En fait, on commence le film avant d'avoir rassemblé l'argent nécessaire. Donc c'est vraiment le all-in, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Mais j'aime beaucoup cet esprit entrepreneurial, mais il faut quand même aussi gérer la suite. Et du coup, l'économie d'un film, on va peut-être prendre les films Disney ou autres, mais ça sort en salle, donc on a les revenus qui proviennent de la salle. Ensuite, ça sort sur les plateformes avec différentes fenêtres de diffusion. Avant, il y a le DVD, la VOD. DVD, VOD, oui, donc l'achat. Qui, à une époque, étaient des revenus énormes, qui sont des revenus qui ont considérablement baissé.
Oui, depuis la disparition du DVD notamment. Puis la disparition du DVD et puis l'apparition des plateformes de streaming qui font que la VOD continue à marcher, hein, mais qui et justement, ces streamers se sont rajoutés dans l'équation puisqu'ils vont acheter ou préacheter le film pour ensuite une diffusion ou en tout cas une présence dans leur catalogue pendant plusieurs années. Ça, c'est l'économie de l'œuvre en elle-même. Oui. Après, si l'IP trouve un succès auprès du public et tout ça, on peut imaginer d'autres revenus comme les merchandising, les partenariats avec des marques ou de la restauration et ainsi de suite. Mais globalement, est-ce que tous ces films qui sortent d'animation réussissent à un moment à générer du bénéfice ou on est sur une économie de 1 sur 10 fonctionne ou pas? Non, tous ne réussissent pas à générer du bénéfice. Oui. Non, bien sûr. Non, mais comme les films de live action. Je pense que je connais pas non plus les chiffres de Disney, mais je pense que Strange World, Avalonia en France, qui est sorti l'année dernière aux États-Unis, c'est un film qui, de notoriété publique, est un échec. Voilà, je pense que si on prend l'économie du film, c'est sûr qu'ils perdent de l'argent sur le film. Ouais. C'est un film... le cinéma est une activité à risque, c'est du prototype, et même si l'animation et les films d'animation sont dans un registre, un petit peu plus industriel et un peu plus normé que des films live, ça n'en reste pas moins des films qui peuvent soit cartonner, soit ne pas marcher. Et comme les budgets sont plus importants, les tôles sont plus importantes aussi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que pour minimiser les risques, en fait, c'est bien d'aller chercher des histoires comme la vôtre avec Les Inséparables, où finalement on est dans ce buddy movie, comme tu disais, mais transgénérationnel aussi. Où on peut, moi je suis allé le voir avec mon fils, on peut tout à fait avoir 2 lectures sur ce film, et c'est ça qui est intéressant. Cette tendance du co-viewing en fait entre parents et enfants, c'est un bon moyen pour faire des films en fait. En bon français, l'audience conjointe. Ouais, l'audience conjointe. Voilà. non, mais c'est l'obsession qu'on a, parce que c'est l'énorme différence entre le film et la série. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la série animée, c'est super. Je suis incapable d'en faire, on n'en fait pas. Mais c'est un registre complètement différent, c'est une écriture différente. Pour être un peu caricatural, une série animée, elle est faite pour qu'un enfant seul ou avec son frère ou sa sœur, etc., voit une série et aime cette série. Elle n'est pas du tout faite pour que les parents l'aiment ou la regardent. C'est très segmenté. Et après, vous avez des séries adultes, des séries ados, etc., mais c'est ultra segmenté. Vous vous adressez à une cible particulière, à un public particulier, et vous essayez d'être ultra efficace sur cette cible très identifiée. Ouais. Le film, c'est complètement différent, puisque vous vous dites, ça va être de l'audience conjointe. Soit dans une salle de cinéma, par définition, une salle de cinéma, un enfant de 5 ans va pas seul, ou un enfant de 7 ans va pas seul. Il est obligatoirement accompagné. Peut-être avec le Apple Vision là, qui arrive. Ouais, j'espère pas. Non, moi non plus, j'espère pas. Mais il va pas seul. C'est une audience, il y a un grand frère, une grande sœur, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, des parents, etc. Donc c'est par définition une audience familiale. Et vous êtes dans une salle où, on l'espère, quand le film marche à peu près, il y a 50, 60, 200 personnes de tous âges, de toutes générations qui participent à une expérience commune. Ouais. Et ça, on n'écrit pas les films pareils. Et il faut que... Moi, mon objectif à chaque fois, ce que je dis tout le temps aux équipes, et ce que les équipes ont tout à fait en tête d'ailleurs, c'est qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 11 ans, un enfant de 13 ans, doit pouvoir trouver du plaisir à voir ce film, tout en sachant pertinemment que l'enfant de 5 ans et l'enfant de 11 ans, ils ressortiront, ils n'auront pas aimé les mêmes choses, ils n'auront pas compris les mêmes choses, la même perception, ils n'auront pas retenu les mêmes leçons, ils ne se seront pas attachés aux mêmes personnages, et de la même manière, des parents ou des grands-parents doivent au minimum ne pas passer un mauvais moment, ils doivent sortir en disant j'ai passé un bon moment, après tout. Mais c'est toujours l'objectif qu'on a, on se dit est-ce que le soir en rentrant ou le lendemain, en déjeunant ou en dînant ou en goûtant, est-ce qu'ils vont parler ensemble du film ? Est-ce qu'il va pouvoir y avoir une conversation familiale autour du film ? Soit pour se remémorer une scène qui a fait marrer tout le monde, soit parce qu'il y a une leçon, parce qu'il y a
il y a quelque chose à en tirer. Moi, je veux pas être moraliste, hein, les films ne sont pas moralistes, mais malgré tout, ils sont vecteurs ils sont vecteurs de messages, de valeurs, de messages, bien sûr, et de questionnements éventuellement qui méritent d'être posés. Hopper, c'est clairement un film sur l'acceptation de la différence. Donc on peut y voir plein d'analogies au racisme, parce que au harcèlement. Ouais, c'est ça. Le petit héros a cette double. C'est un métis. C'est un métis, c'est ça. Il a des pattes de poulet et des oreilles de lapin et de lièvre. Et il est le seul dans ce cas. Il est adopté par le roi du royaume de Plumebarbe, et tout le monde se moque de lui parce qu'il est ni lapin ni poulet, et qu'il y a des poulets, il y a des lapins, mais lui il est poulet-lapin, on sait pas trop d'où il vient, on sait pas trop c'est un fric, quoi. Il est rejeté par les lapins parce qu'il a des pattes de poulet, il est rejeté par les poulets parce qu'il a des oreilles de lapin. Et ça peut toucher beaucoup de gens qui peuvent vivre ça dans leur vie, quoi, tout simplement. Et il en souffre, et il le dit, et il dit, moi je veux pas être différent, parce que son père lui dit, mais la différence c'est une force, c'est grâce à ça que justement tu es unique. Et il dit, mais moi je veux pas être unique, je veux être comme tout le monde, je veux être normal, quoi. Donc, et donc c'est tout cet arc narratif du héros qui va s'accepter et s'accomplir et se transformer. Tous nos films fondamentalement sont des récits initiatiques. C'est toujours des récits initiatiques. En anglais on appelle ça les coming of age. On est toujours dans des coming of age, plus ou moins. Vous avez des héros qui ont un complexe, une différence, un rêve, des difficile à accomplir, des outsiders, des outcasts, des underdogs, et qui au travers d'une aventure, au travers de rencontres, au travers d'expériences, en surmontant des obstacles, vont réussir à se révéler à eux-mêmes, se réconcilier avec eux-mêmes, à trouver qui ils sont, etc. Mais tous les dessins animés, tous les films familiaux sont un peu clairement des récits initiatiques, toujours, parce qu'il n'y a rien de plus universel pour un enfant, une famille, des parents, de savoir qui je vais devenir, qui je dois être. Mais donc pour revenir sur ce phénomène de co-viewing, c'est vrai que moi d'entendre Where is my mind en fond, c'est toujours plaisant, parce que en fait c'est des choses c'est des petits plaisirs. Voilà, il y a eu quelques petits plaisirs, je sens. Mais il y a aussi un autre traitement qui est le traitement stylistique sur cette œuvre, parce que on a de la 3D, on a du super réalisme qui est vraiment très impressionnant dans Central Park ou alors dans la maison de marionnettes. Et puis en même temps, dès que notre héros Don se met à fabuler ses aventures, on est dans un autre traitement de l'image, avec parfois de la 2D qui vient s'installer. C'est très 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 audacieux, et c'est ça que je trouve impressionnant dans les films de chez N-Wave, c'est que vous allez toujours dans quelque chose de très audacieux. Alors pour ça il faut avoir une certaine exigence envers soi-même et envers les équipes, j'imagine. D'où sort cet ADN en fait? Parce que l'histoire de la boîte, l'histoire d'N-Wave, c'est ça, c'est vraiment d'être toujours au summum de la technologie, des dernières innovations, et dans la maîtrise la plus poussée des techniques les plus récentes. De l'image, quoi. De l'image. Ça, c'est la première raison. C'est naturel, c'est l'histoire. La deuxième raison, c'est que les équipes extrêmement talentueuses que j'ai, si je commence à leur dire, écoutez, on va faire des films à 10 millions en 3D classique, on va pas faire trop d'effets spéciaux, pas de trucs, ils vont me dire, écoute, t'es gentil Mathieu, mais moi ça m'intéresse pas, je vais aller bosser chez Illu Disney, ou chez Pixar, Illum. Voilà, donc moi j'ai aussi besoin de nourrir ces gens-là qui ont un talent fou, et ça me fait plaisir de les nourrir, et c'est génial. Enfin, on a une capacité à travailler qui fait que c'est excitant, et je me dois aussi de les exciter en leur donnant des challenges techniques, visuels, narratifs intéressants. C'est ça qui les excite. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est plus stratégique, j'ai une conviction profonde, c'est que je pense aujourd'hui que pour avoir du succès en salle, du succès, être un long métrage d'animation, d'audience conjointe qui va intéresser des parents, des plus âgés, etc., il faut avoir un degré de qualité technique, de qualité visuelle, d'inventivité visuelle, de versatilité aussi dans les visuels, qui c'est indispensable aujourd'hui. Et ça a été...
Enfin, après, on les connaît, hein, le premier Spider-Man en animation, Mitchells and the Machines, vous regardez Le Chapeauté, Bad Guys, cette versatilité dans les styles visuels. Pixar, évidemment, enfin, moi je me souviens du premier Inside Out, vice versa, avec cette section quasiment, presque que 2D avec des formes géométriques, qui a un moment incroyable. Donc, il y a aussi ces films-là qui ont éduqué le public, et je pense qu'aujourd'hui, pour que le public dise « Ok, ce film-là, c'est vraiment un film qui est dans une certaine catégorie », il faut aussi avoir ce genre, innover, avoir des innovations techniques, visuelles, etc. Et puis, c'est passionnant à faire, quoi. C'est passionnant à faire, c'est hyper intéressant. Toutes les sections dans Inséparable, c'est de la 3D, en fait. Les techniques, c'est de la 3D. Et par-dessus, il y a un traitement 2D. Il y a des effets spéciaux 2D, parfois, qui arrivent. Il y a des mix de techniques. C'est passionnant à faire, c'est génial. Et comment ça s'est passé au niveau du casting? Parce qu'il y a un casting français intéressant. Il y a Éric Judor qui joue Don, Jean-Pascal Zadi qui joue Didi de Dégâts, Yana Girardot qui joue Di. Voilà. Comment c'est vous qui gérez? C'est le producteur finalement qui gère ça? Alors nous, on produit... En fait, nous producteurs, on produit la version anglaise et la version française. Donc on a 2 versions originales en fait. D'accord. Du film. Et ensuite, les distributeurs adaptent en roumain, en espagnol, etc., etc. Mais nous, on prend en charge ces 2 versions-là. D'accord. Parce qu'on est... on a vraiment puis on a vraiment 2 langues de travail à Bruxelles. Hein. On travaille en français, en anglais, de façon assez indifférente, en fonction des équipes. On a 17 nationalités au studio. Donc c'est vraiment les 2 langues de travail. Et alors, les voix françaises, on les choisit un peu... c'est super intéressant parce que moi, en général, je préfère les versions françaises aux versions originales. Je trouve qu'elles sont souvent plus intéressantes parce que souvent, on a choisi les acteurs en ayant déjà une idée assez précise de la personnalité des personnages. Et les acteurs, alors, ils travaillent sur un storyboard et sur des images qui sont déjà assez évoluées. Donc, en fait, ils ont une vision globale du film et ils peuvent donner énormément de personnalité aux personnages. Donner même quasiment une couleur à l'histoire aussi. Parce que donner une couleur à l'histoire. Changer potentiellement des phrases ou des choses. Couleur et en plus, on les invite aussi à improviser, à donner. Alors, bien évidemment, il faut que ça corresponde. Enfin, il y a une notion de synchro qui est importante. Hein. Mais on leur donne, on les pousse à mettre de leur personnalité dans les personnages. En tout cas, allez découvrir ce film. Il est disponible sur les plateformes bientôt, j'imagine. Mais il est sorti en salle le 13 décembre. Voilà, la fenêtre, il sera bientôt sur les plateformes VOD. Voilà. Donc, allez le voir. Ça sera le 16 avril, je crois, sur les plateformes VOD. Très plaisant à regarder. Est-ce que vous avez des projets qui arrivent? Bien sûr, on en a plein des projets. Alors, racontez-nous. Est-ce qu'il y a des projets uniquement pour les publics, familles, enfants, etc. Ou est-ce que vous êtes ouvert à d'autres... Alors moi j'adore, si demain j'étais capable de financer un film à hauteur de 20 millions pour une cible adulte ou une cible adolescente, j'en serais ravi. Aujourd'hui, force est de constater que pour réussir à faire les films qu'on fait, dans les budgets où on les fait, tout en prenant totalement le risque, comme on le fait, je suis obligé de rester sur une cible familiale. Parce que c'est ce marché-là qui nous permet d'exploiter les films correctement. Donc, mais les films familiaux laissent des possibilités extraordinaires pour des multiples degrés de lecture. Donc on ne se sent pas du tout frustré à rester dans les films familiaux. Non. Mais on ne l'exclurait pas. D'ailleurs, on a fait des choses un peu... On a fait quelques pas de côté. On a notamment travaillé avec Stromae. Ah oui, c'est vrai que vous avez travaillé avec Stromae. Et donc ça, c'est un travail, c'est pas une cible familiale. Et en fait, avec Stromae, on a travaillé pendant plus d'1 an sur les visuels de sa retournée. On a fabriqué, produit 18 minutes d'animation, 3D, très haut de gamme, etc. Pour le concert, pour les concerts à la tournée de Stromae. Ah ouais, il vous a remercié d'ailleurs en plein concert plusieurs fois. Plein de fois. Et donc en fait, c'est un avatar de lui qui fait des chorés derrière et tout. Un avatar de lui, d'autres personnages, et on a des sections qui sont des véritables films avec un décor, avec un scénario, avec des... Comment s'est passée la collaboration avec Stromae? C'était génial. En fait, Stromae, c'est
c'est notre voisin à Bruxelles. Ah oui, parce qu'il y a Forêt aussi, dans le quartier de Forêt. Littéralement, il est notre voisin. Alors, je donne pas l'adresse parce que ça se fait pas. Mais littéralement, il est de l'autre côté de la rue, quoi. Ah, donc, c'est trop drôle. Et il ne savait pas. Il ne savait pas qu'on était là. Et en fait, moi, j'ai pris contact avec lui pour autre chose. J'ai pris contact avec lui pour autre chose et il m'a répondu il n'est pas disponible pour ce que tu proposais, quoi. Ouais, pour ce que je proposais. Mais en revanche, il adore l'animation. Il aimerait pouvoir venir. J'ai dit mais avec plaisir. Et donc Paul qui est le nom de prénom Paul de Stromae. Paul, sa femme Coralie et son frère Luc sont venus au studio. Visiter le studio et tout. Visiter le studio, on s'est rencontrés, ils ont adoré ça. Ils m'ont dit mais c'est incroyable, on a ça sous le nez, sous les fenêtres. Nous quand on va aux États-Unis, on demande à visiter les studios, mais on savait même pas qu'il y avait ça sous les yeux. Et puis Luc, donc le frère de Paul, qui est aussi le directeur artistique du projet Stromae, m'appelle une semaine plus tard en me disant écoute Mathieu, on a adoré la visite et bon, c'est un truc que vous n'avez jamais fait, mais on aimerait bien bosser ensemble. Et puis voilà, on s'est posé, on a discuté, et puis on a tout construit ensemble en fait. Ils avaient une idée de la tournée, enfin l'album n'était pas encore sorti du tout, hein, ouais. Donc, et on a littéralement travaillé 1 an. Paul, Coralie et Luc étaient au studio. Quasiment toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. Trop bien. On a bossé ensemble et en fait il y a des choses qui étaient assez particulières parce qu'on ne fait pas du tout de motion capture par exemple. Donc en fait par exemple toutes les chorégraphies, on a filmé Paul en train de danser, sa chorégraphe Marion Motin en train de danser. Et ensuite, les animateurs ont littéralement reconstitué les mouvements. Il n'y a pas du tout de motion capture. C'est vraiment un travail artisanal, plan par plan, geste par geste. D'accord. Que Paul validait à chaque fois, avec toujours une obsession sur le rythme parfait, que le geste tombe exactement sur le beat, quoi. C'était vraiment c'était passionnant. Et en fait, ce qu'on a appris avec Stromae sur sa tournée, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans la scène finale des Inséparables, qui est une comédie musicale dansée, où en fait on a repris un peu la même mécanique. Là on a demandé à Chris Marquez et Jacqueline Spencer de nous faire une chorégraphie. On a filmé les danseurs de la troupe de Chris et Jacqueline en train de danser et de faire leur chorégraphie, et les animateurs ont animé à partir de ces films. Ah, donc c'était de cette expérience vous avez injecté ensuite. Et justement, comment vous entretenez? Merci pour ce petit passage Stromae que j'adore, artiste que j'adore. J'ai vu en concert plusieurs fois, c'est démentiel, vraiment exceptionnel. On le salue. Et du coup, sur la partie inspiration, pour vous, c'est quand même assez important. Donc, je rappelle, vous avez plutôt un profil managérial, etc. Aujourd'hui, vous êtes producteur. Cette inspiration artistique, est-ce qu'elle est existante depuis que vous êtes gamin, en fait? Qu'est-ce qui vous plaît? Pas spécialement, non. Mais après, moi, je suis touche à tout. J'aime tout. J'aime lire. J'aime écouter de la musique. J'aime aller au ciné. Donc voilà, je prétends pas du tout avoir à moi une. J'aime les œuvres artistiques, j'aime les artistes, j'aime passionnément la musique, le cinéma, la littérature, la poésie, enfin j'adore ça. Et j'ai en même temps complètement conscience que j'en suis absolument incapable. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour les artistes parce que je n'en suis absolument pas un. Mais en revanche, leur donner les moyens d'exercer leur talent, réunir justement, et c'est ça que j'adore dans l'animation, c'est que on réunit une famille d'artistes, parce qu'un long métrage d'animation, c'est collectif, quoi. C'est un travail collectif. C'est des centaines de personnes au bout du compte, hein. Quand on compte les musiciens, la post-prod, etc., c'est des centaines de personnes qui sont tous des artistes d'une manière ou d'une autre. Et moi, mon job, c'est de les réunir, de les choisir, de les faire travailler ensemble, d'orchestrer ça, pour faire en sorte qu'il y ait une œuvre qui plaise. C'est un super job, hein. Ah mais c'est un super job, c'est un job de rêve. C'est un job de rêve, mais alors on dort pas bien toutes les nuits, hein, mais parce qu'il y a des responsabilités, mais c'est un super job. Et donc et après voilà, moi
moi, je choisis les projets, je sélectionne les projets avec mon équipe. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que la qualité de notre animation est quand même reconnue depuis longtemps. C'est pas grâce à moi, c'est grâce aux fondateurs qu'on crée cette réputation-là. C'est bien qu'on a beaucoup de projets qui nous arrivent très spontanément. En fait. D'accord. Donc des réalisateurs, des scénaristes, des agents, on nous envoie des pitchs, des idées, des scénarios finis, pas finis. Donc ça, j'ai cette chance de pas avoir la page blanche, quoi. Non, il n'y a pas la page blanche. Au contraire, il y a beaucoup trop de pages remplies, beaucoup de projets. On aurait envie d'en faire plus. Il y en a plein qui nous arrivent. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à bien sélectionner. De toute façon, ce qui est très difficile, c'est que quand vous sélectionnez un projet, vous le sélectionnez 3 ans, 4 ans, 5 ans avant qu'il rencontre un public. Ah oui, c'est ça. Donc c'est en fait... un pari, quoi. Ah, c'est toujours un pari, parce que personne n'est capable de dire ce dont auront envie tout à fait. L'audience dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bah non, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible de savoir. Ouais. Mais bon, en tout cas, merci d'être revenu sur ces moments. Est-ce que vous avez des suggestions de séries, de films à voir qui vous ont marqué ces derniers temps? En anime, ouais. En anime ou pas que? Alors Non, mais moi, dans les films récents qui m'ont marqué, c'est le Spider-Man, le 2e, là, que je trouve incroyable. Pour moi, il y a même 3 films dans le film. Donc, en fait, moi, je l'ai vu plusieurs fois et je l'ai revu par morceaux. Et en fait, ah oui. Parce que c'est tellement riche, tellement fort que... il est nommé aux Oscars. Oui, il est nommé aux Oscars. Voilà, j'ai trouvé Le Chapeauté 2 extraordinaire, vraiment. Je trouve que Migration est vraiment un très très bon film aussi, et je trouve que Benjamin Renner est un réalisateur hyper talentueux. Et Guillaume aussi, ils sont deux. Hein. Oui, tout à fait. Mais alors il se trouve que je connais Benjamin parce que moi quand j'étais chez Studio Canal, j'ai distribué Ernest et Célestine, son premier film où il était co-réalisateur. Et c'est vrai que c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup le travail et la sensibilité, donc j'ai trouvé que Migration était une belle réussite aussi. Suzume parce que j'adore ce réalisateur et que Les Enfants du Temps, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Merci pour l'audience qui veut aller découvrir ces films. C'est sympa de partager les suggestions. Mathieu, merci infiniment d'être venu sur Anima Show. Franchement, c'était top. J'aimerais continuer des heures et des heures. Mais une autre fois. Pour le prochain film. Ouais, c'est ça. Et puis encore merci. Bon retour sur Bruxelles si vous êtes à Bruxelles. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci.